Allez hop, comme dit le chrono, la revue de presse. Alors, on va laisser ce morceau très étrange se finir. On va passer sur la fenêtre de la revue de presse. Donc hier, on avait commencé à regarder Forêt Mail. Où est-ce qu'il est? Tac. Et on n'avait pas eu le temps de finir, parce que 1 heure, c'est déjà très court pour jeter un œil aux actualités. Forestières, j'entends. Ah, Julien Praline qui attendait ça avec impatience. Du coup, calmez-vous la musique. Voilà. Bah oui. Mince, c'est quoi ça? Oh, oh. Allez hop, ça dégage. Bien, dans la revue de presse, on avait vu hier comment les chaînes s'adaptent rapidement au changement climatique et en quoi c'était une super bonne nouvelle parce que par rapport à toutes les inquiétudes qu'on a sur le changement climatique, sur le réchauffement, sur les sécheresses et les événements venteux, inondations, gel, même le gel de plus en plus extrême, eh bien les chaînes en tout cas démontrent des capacités d'adaptation rapides, ce qui est une très bonne nouvelle pour la survie des peuplements face à des événements un petit peu perturbateur. On avait vu aussi comment une bonne litière, c'est-à-dire tout ce qui... qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai ma fenêtre qui est complètement décalée. Ah, mais je sais pourquoi, Ah, excusez-moi, on va prendre 5 minutes pour recaler tout ça. Tac. Tac. On va se créer une nouvelle source. Paf, on va l'appeler Forêt Mail. Pas de fait. Hop là. On va la configurer. Très grand ça. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Bon, faut pas la mettre par-dessus, évidemment. Où est-ce qu'elle est? Tac, 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 tac. Voilà. Oh, c'est pas beau. On va redescendre un peu la cam, quitte à décevoir Gaël. Gabail. Ouais, Gaël, ça marche aussi. Est-ce qu'on aura accès à une rediff cette fois-ci? Oui, parce que j'ai pensé, alors chose incroyable, à appuyer sur le petit bouton qui dit à Twitch d'enregistrer et de mettre à disposition l'émission. Ce que je n'avais pas pensé à faire la dernière fois. C'est pas très grave parce que je finirai par remettre cette première émission sur YouTube, puisque l'idée c'est de stocker un petit peu les vidéos sur YouTube pour les parties les plus sympathiques, on va dire. Donc vous aurez à partir de la fin de l'émission, donc déjà cet après-midi, la capacité de revoir cette diffusion matinale. Et à partir de ce week-end, si tout va bien, je vous mettrai tout ça sur YouTube, les 3 émissions de la semaine, dans différentes catégories évidemment, et puis je me permettrai de faire un petit peu de promo en mettant ça sur la page Twitch et en vous envoyant peut-être une information par Twitter, par mail, directement, afin que vous alliez jeter un coup d'œil pour me dire à quel point ça se passe bien ou pas. Je suis le meilleur? Non, certainement pas. On revoit ça dans 10 ans, mais pour l'instant on fait ce qu'on peut, voilà. Donc, maintenant que la fenêtre est à la bonne taille, qu'on peut virer peut-être le texte par-dessus, voilà. Donc je disais, on avait vu aussi comment la litière, c'est un très bon anti-acide pour le sol forestier, enfin une bonne litière. Alors la litière, pour rappel, c'est tout ce qu'on voit à l'écran actuellement, les débris de branches, de feuilles, de cônes, de toutes les parties organiques d'un arbre qui vont, ou d'une plante d'ailleurs, qui vont tomber au sol et qui vont petit à petit se désagréger pour venir enrichir le sol en éléments nutritifs comme de l'azote, du carbone, du magnésium, du potassium, de l'hélium, non certainement pas, mais de l'hydrogène, ouais, des ions, hydrogène, je me trompe peut-être. Et salut Marteau Pilon, comment ça va bien ce matin? Ah, tu as loupé le soleil, tu as loupé la musique, les oiseaux sont encore là, mais on se fait la petite revue de presse.
Du coup, on avait vu hier, ouais, la bonne litière, donc une litière qui vient enrichir le sol, en particulier la litière de Prunus cerotina, donc le cerisier tardif, qui à partir du moment où il y en a plus de 30% dans le peuplement, bah, ça vient enrichir votre sol très naturellement. On avait jeté un œil aussi à Espérance, donc un programme d'expérimentation sur les espèces et les provenances, pour essayer de voir, pour essayer de voir quelles sont les essences qui pourraient être plantées demain en France, toujours vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc, est-ce qu'on peut faire une sélection d'essences typiquement méditerranéennes, hein, donc qui résistent mieux à la chaleur, euh, à la dessiccation, voilà, enfin, en gros, au réchauffement climatique qu'on est en train de vivre un petit peu partout. Salut Renarsan, comment, comment ça va bien? Hello! Marteau Pilon qui nous dit ah ouais mais le lever du soleil c'est tôt là au secours. Oui, oui en effet c'est tôt et le pire c'est que bah, ça va continuer d'être de plus en plus tôt jusqu'à 6h30 du matin cet été normalement et il faudra attendre bah, le 21 juin pour commencer à se lever de plus en plus tard. Donc Marteau Pilon si je comprends bien, toi tu seras là surtout à partir de l'automne et de l'hiver quand le soleil se lève vers les 8h 9h. C'est très bien comme ça aussi. On avait vu hier aussi rapidement le taux d'abrutissement qui a été calculé en nette augmentation en Suisse et on avait vu tous les problèmes que ça peut engendrer puisque lorsqu'on plante des forêts ou lorsqu'on est en phase de régénération, c'est-à-dire que les arbres sont petits, bien évidemment l'impact du grignotage des cervidés sur les plants, sur les semis peut mettre en péril les plantations, peut mettre en péril la régénération naturelle d'une forêt. Donc c'est un sujet que les forestiers prennent toujours très à cœur, sachant que la phase de régénération d'une forêt, que ce soit par plantation ou que ce soit par régénération naturelle, c'est toujours la phase la plus sensible d'un peuplement. C'est le moment où on joue un petit peu l'avenir de ce peuplement et la capacité des plants et des semis à passer d'une hauteur de 30 cm à plus de 1,50 m, 2 mètres pour échapper à l'abrutissement justement des cervidés, c'est la phase qui angoisse entre guillemets le plus les forestiers parce que s'il y a quelque chose qui se passe mal à cette période, à ce moment-là de la vie du peuplement, eh bien, ça peut mettre complètement à plat les plans de développement, l'itinéraire sylvicole qui a été prévu pour la forêt. Renarsan qui me dit qu'il faudra pas faire de grosses soirées les jeudis soirs en juin donc. Bah si bien sûr. Personne ne vous oblige à vous lever extrêmement tôt, c'est pour ça que les rediffusions existent, c'est pour ça que les vidéos mises sur YouTube existent. La bonne nouvelle de notre 21e siècle fantastique, c'est que maintenant on peut avoir le lever du soleil et les chants des oiseaux quasiment à la demande en rediffusion, donc rien ne vous empêche de regarder ce live à 19h parce que vous avez envie d'avoir une petite lumière matinale en fin de journée. Chacun son délire. Donc le taux d'abrutissement en nette augmentation en Suisse et tous les problèmes que ça peut créer. On en était à la virtuosité de nos paysages sétioles. Alors, l'article nous dit qu'en 1962, l'essai Printemps silencieux de la biologiste américaine Rachel Carson dénonçait l'impact des pesticides sur le déclin des oiseaux chanteurs. En 2021, une nouvelle étude nous replonge dans ce sujet. Alors directement, moi j'ai envie de voir Rachel Carson. Qui c'est donc? Ah, une petite page Wikipédia, une dame qui a 56 ans. Ah non, qui est morte à 56 ans, autant pour moi, et qui est morte en 1964. D'accord, on arrive un petit peu après la bataille en fait. Que nous dit sa page Wikipédia? Ah, Renarsan, lui, il connaît, il l'a hyper étudié en fac de bio et d'écologie. Mince alors, moi aussi j'ai fait une fac de bio et d'écologie et ouais, ça me rappelle vaguement quelque chose. Bon, pour rappel, moi c'est plutôt la botanique. Il me semble que cette dame, c'est plutôt les oiseaux, si je ne me trompe, ou en tout cas les bestioles, et c'est vrai que j'ai été beaucoup moins attentif, beaucoup moins attentif en fac de bio à tout ce qui concernait les animaux plutôt que tout ce qui concernait la botanique. Marteau pilon, Jean Renard, tu tiendrais un mois de juin sans soirée, toi. LOL. Ah, on sent les gens qui sont un petit peu en connaissance. Ne balancez rien hein, sur le chat de compromissible. Un monde qui n'existe pas. De compromettant, c'est mieux.
Donc Rachel Louise Carson, née à Pittsburgh, donc américaine, est morte à Silver Spring, dans le Maryland. Magnifique. Biologiste marine. Ah oui, c'est pire que tout. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Elle est spécialisée dans les bestioles qui sont sous l'eau. Ah là là là. Et militante écologiste américaine. Commença sa carrière comme biologiste au bureau des pêches américain et se consacra progressivement à l'écriture à plein temps dans les années 50. Son best-seller, Cette mer qui nous entoure, publié en 1951, lui valut d'être reconnu comme écrivain de talent et lui apporta une sécurité financière, qui peut toujours être utile. Son livre suivant, The Edge of the Sea, ainsi que la réédition de son premier livre, Under the Sea Wind, furent aussi des succès. Considéré comme un tout, sa trilogie de la mer explore l'éventail de la vie marine, du littoral aux profondeurs. À la fin des années 50, Carson se concentra sur la protection de l'environnement et sur les problèmes causés par les biocides de synthèse. Ceci l'a conduit à publier Silent Spring, le printemps silencieux, en 1962, qui déclencha un renversement dans la politique nationale envers les biocides, conduisant à une interdiction nationale du DDT et d'autres pesticides. Le mouvement populaire que le livre inspira conduisit à la création de l'Environmental Protection Agency, l'agence de protection de l'environnement, et Carson reçut à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté, un prix international décerné aux défenseurs de l'environnement. Quoi? Ah non, il y a un point. Carson reçut à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté, un prix international décerné aux défenseurs de l'environnement porte d'ailleurs son nom, le prix Rachel Carson, décerné depuis 1991. Eh bien écoutez, je sais que cette dame est morte, mais merci beaucoup Rachel Carson pour tout votre travail. Non, c'est pas ça. Du coup, en 2021, une nouvelle étude nous replonge dans le sujet du printemps silencieux. Dans celle-ci, une équipe de chercheurs de l'université d'East Anglia, au Royaume-Uni, a étudié l'appauvrissement du lien entre l'homme et la nature. En effet, les sons de la nature, et les chants d'oiseaux en particulier, ah bah tiens, on est bien dans le sujet aujourd'hui, jouent un rôle déterminant dans le maintien de notre connexion à la nature. Mais, magnifique! C'est exactement qu'est-ce que je veux faire. Cependant, le déclin généralisé des populations d'oiseaux entraîne une transformation de notre paysage sonore au fil du temps. Il n'est toutefois pas aisé d'objectiver le phénomène. Afin de reconstituer artificiellement les paysages sonores historiques de ces 25 dernières années, pour plus de 200 000 lieux, les chercheurs ont utilisé des relevés de suivi de population en Europe et en Amérique du Nord. Ainsi, pour chaque lieu d'échantillonnage, chaque année, ils ont peuplé virtuellement une bande-son vide avec des chants d'oiseaux spécifiques. J'aime beaucoup ces gens-là. Il va falloir que... En plus, je suppose que le monsieur s'appelle Jean-Yves Paquet, ce qui est toujours une preuve de stabilité. Donc du coup, afin de reconstituer les paysages sonores, ils ont diffusé des bandes-sons avec des chants d'oiseaux spécifiques. Une bande-son vide, ils ont peuplé virtuellement une bande-son vide avec des chants d'oiseaux spécifiques. Il est ainsi possible d'écouter des enregistrements reconstitués et de comparer le paysage sonore d'un même lieu à 20 ans d'intervalle. Dans les bandes son, en exemple, le paysage sonore ancien est plus volumineux, mélodieux, complexe que la bande son actuelle qui est moins vivante, moins agréable à l'oreille et qui contient même des blancs. Il est certain que l'exemple choisi est extrême, mais il illustre parfaitement la tendance mise en évidence par l'étude. Pour chaque bande sonore, les chercheurs se sont basés sur 4 indices reflétant la qualité et la richesse, et l'on constate que l'évolution de ces 4 indices met en évidence une perte de diversité sonore. Cette étude démontre donc la dégradation d'un des liens qui unit l'homme à la nature. Un paysage sonore actuel qui nous semble être la norme, maintenant, aurait probablement été perçu comme pauvre au cours du siècle dernier, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre état de connexion à la nature et donc aussi sur notre bien-être. Est-ce qu'on peut aller écouter ce qu'ils ont enregistré? Moi, c'est la première question que je me pose. Ah tiens, allez, on va couper un petit peu les oiseaux en direct du matin. Si je fais ça. Non, c'est pas ça. Si? Ah! Ah oui, il y avait un petit arrière-son. Alors, on va essayer d'écouter ça. Soundscape. Voilà, donc ça apparemment c'était le joyeux bazar qu'on peut entendre
ce qu'ils ont reconstitué sur un point d'échantillonnage pour la période de 1998. Et ils ont fait la même chose pour 2018. Voilà, donc le petit commentaire nous dit que on aura certainement perçu un volume plus élevé, un fouillis plus complexe, mais aussi plus mélodieux pour l'enregistrement de 98, alors que l'enregistrement de 2018 est moins vivant, contenant même des blancs, et en fin de compte, il est moins agréable à l'oreille. Alors, évidemment, il précise que c'est un exemple qui a été choisi, que c'est un exemple extrême, mais qui illustre bien la tendance que l'étude met en évidence. Alors Ronarsan, non, pas particulièrement. Je ne connais pas l'application BirdNet, mais on peut aller jeter un œil. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Alors c'est quoi BirdNet? Tac! Ah bah tiens, Google Play. Très bien. Identification de chants d'oiseaux. Comment les ordinateurs peuvent-ils apprendre à reconnaître les oiseaux à partir des sons? Le projet de recherche BirdNet utilise l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux pour entraîner les ordinateurs à identifier plus de 3000 espèces, parmi les plus communes dans le monde. Parfait, écoute, si tu as eu l'occasion de tester cette application et qu'elle fonctionne bien, on va la recommander à tout le monde. Elle a une note de 4,4 sur 5, ce qui semble extrêmement bénéfique. Des commentaires qui ont l'air très très bien. Superbe appli, qui reconnaît les chants d'oiseaux, encore très peu fiable. Ah oui, 2 étoiles. Bonne application qui me sert pendant mes balades nature, très bonne appli qui me permet de connaître la population ailée des différents endroits habitables que je fréquente. Ouais, ça marche assez bien, nous confirme Ronarsan. Bah ça c'est comme toutes les applications en fait de reconnaissance dans la nature, hein. D'ailleurs sur le côté je vois qu'il y en a plein, hein, Merlin, Ornitho, eBird, BirdNet. Alors moi c'est pas trop dans mon domaine de compétences parce que je suis plutôt branché botanique, mais en botanique on a aussi ce genre d'application de reconnaissance en fait de plantes. Oula. Dont la plus la plus diffusée en France, il me semble, pour l'instant, c'est PlanteNet. Donc ça, petite information au passage, si vous avez un smartphone, que vous vous questionnez sur quelles sont les plantes autour de vous, eh bien l'application PlanteNet vous permet de prendre une photo ou plusieurs, de les comparer à une base de données photographique, et vous propose ensuite une liste de plantes qui pourraient potentiellement correspondre à ce que vous avez devant les yeux et à ce que vous avez photographié. Alors évidemment, c'est pas des applications qui sont, fiables à 100%, puisque il y a quand même des limitations techniques et que finalement ça vous propose une liste de plantes dans laquelle il faut choisir celle qui vous paraît correspondre le mieux à ce que vous avez devant les yeux. Je suppose qu'avec l'application BirdNet, ouais, ça doit être un petit peu la même chose, à moins que ça soit une appli qui arrive à discriminer les chants d'oiseaux et qui te dit tiens, ça c'est exactement telle espèce, et d'ailleurs l'oiseau s'appelle René. Je sais pas, Ronarsan, si tu es encore là, si tu peux me dire, est-ce que ça fonctionne un peu comme PlanetNet, si tu connais, est-ce que ça propose une liste d'espèces d'oiseaux, ou est-ce que c'est un peu plus péremptoire? Ouais, il y a un indice de fiabilité associé au chant entendu, nous dit Renarsan. Oui, oui, bah du coup, ces applications, que ça soit dans le domaine, je pense, des oiseaux, des lézards, des vaches, des plantes, ça fonctionne toujours un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire la probabilité que la photo ou le chant que vous envoyez correspondent à des enregistrements déjà présents dans une base de données de référence. Donc c'est des super outils pour se mettre le pied à l'étrier et puis surtout pour aiguiser sa curiosité parce que quand l'application vous sort le nom d'oiseaux complètement atypiques ou de plantes qui n'ont rien à faire là où vous êtes, ça vous permet aussi de vous intéresser à des choses que vous n'allez pas forcément croiser tout autour de chez vous. Bien, si on revient où? On revient à ForêtMail. Donc cette petite étude qui a été faite par des Anglais pour mettre en évidence et pour reconstituer, alors pour mettre en évidence déjà la perte de biodiversité d'un point de vue
Sonore, ouais, je vais y arriver. D'un point de vue sonore, dans les espaces naturels par rapport aux chants d'oiseaux, et qui se sont amusés à reconstituer des paysages sonores entre différentes époques. Alors là, on en a écouté qu'un, mais je suppose que dans l'étude... Ah, bah non, ils en proposent qu'un. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'on peut aller voir plus? Où est le bouton? Voulez-vous en savoir plus? Ah, blablabla. Bon, ben je ne trouve pas immédiatement. Je vous laisserai aller chercher par vous-même si ça vous passionne. Moi, les oiseaux, je trouve ça très joli et très sympa, mais ouais, pas plus que ça. D'ailleurs, en parlant d'oiseaux, ah, remettons un petit peu le direct. Ok. Forêt Mail, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre aussi? Bon, c'est bien. Ah, on entend des oies au loin. J'en parlais avec Gabeil. Oui, oui, on entend des oies au loin. C'est pas des oies sauvages, à mon avis, c'est un petit élevage qui a pas loin de la maison. Mais je sais pas où exactement. Du coup, on passe à l'information nature-forêt suivante. Quelle phéromone est la plus efficace pour le suivi du scolyte en forêt? Alors là, accrochez-vous parce qu'on attaque un sujet sérieux, un petit peu complexe. On va pas rentrer trop dans le détail comme d'habitude. Ici, on survole, on fait de la vulgarisation légère. Mais en gros, les scolytes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les insectes cambiophages, n'est-ce pas? Donc, ils viennent manger le cambium du bois. Qu'est-ce qu'il me dit, Renarsan? Alors, c'est quoi comme oiseau dans ta salle de stream? Eh bien, je te laisse utiliser BirdNet pour en savoir plus. Mais à mon avis, en ce moment, on a des mésanges, des rouges-queues, des rouges-gorges, quelques corbeaux, quelques oies au loin. Enfin, je dis corbeaux, c'est peut-être des corneilles, j'ai pas bien vu. Il y a des éperviers, me semble, qui tournent en rond, mais on les entend pas souvent. Quelques buses. Éperviers et buses, il me semble, mais à confirmer. Et le matin, ben, c'est trop tard, mais les chouettes et les hiboux sont déjà allés se coucher. S'il y en a... Voilà, ce genre de truc là. Boac, boac, boac. Mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Si vous avez une idée, je prends. Si tu veux utiliser BirdNet et que ça fonctionne par stream interposé, ça serait incroyable. Du coup, oui, les squelettes, bien sûr. C'est la migration aussi en ce moment, il y a plein de grues qui passent. Ouais, c'est vrai qu'elles sont passées, mais j'ai l'impression qu'ici, elles passent plutôt l'après-midi. Du coup, bon, bah, l'après-midi, je ne suis pas en stream pour l'instant. Je ferai peut-être des enregistrements. J'ai essayé vaguement hier ou avant-hier, je sais plus, parce qu'il y avait des grues qui stationnaient un petit peu au-dessus. Et évidemment, hein, dès que tu cours pour chercher le micro, le mettre en place, activer tout ça, bah, même si tu es le plus rapide du monde, les grues, je ne sais pas, ont un 6e, 7e, 8e, 9e sens qui leur dit oula, il y a quelqu'un qui se prépare à enregistrer, allez hop, on se casse. Donc le temps que je cours chercher le micro et que je ressorte, les grues étaient déjà loin. Allez, traite d'oiseaux, ça commence à bien faire. Du coup, les scolytes. Donc les scolytes, des petits insectes qui viennent pondre en fait entre l'écorce et le bois de l'arbre. Et du coup, bah, ça met fortement en péril la survie de l'arbre, puisque entre l'écorce et le bois, c'est la zone la plus vivante chez un arbre. C'est là qu'il y a tous les canaux de circulation de la sève brute, de la sève élaborée. Et donc, bah, vous vous doutez bien que s'il y a des insectes qui viennent creuser des galeries comme ce qu'on peut être en train de voir à l'écran là, sachant qu'il y a une galerie principale qui est creusée, la femelle scolyte va pondre des petits œufs au fur et à mesure, et en fait, les galeries perpendiculaires, ce sont l'émergence de ces petits œufs qui, bah, du coup, des œufs qui se transforment en larves, qui vont venir manger les canaux vivants du bois, se nourrir, grossir, avant de repartir pour coloniser d'autres arbres. Donc là, on nous parle aussi de phéromones pour le suivi du scolyte en forêt. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quand même sympa de savoir que les scolytes fonctionnent énormément sur les phéromones. C'est-à-dire que quand il y a un scolyte qui trouve un peuplement d'arbres qui lui plaît, prenons au hasard des épicéas. Oui, parce que généralement les scolytes s'attaquent plus, on va dire, aux résineux qu'aux feuillus. Donc il y a un petit scolyte qui se balade, hop là, il peut se balader sur plusieurs dizaines de kilomètres, hein, c'est pas enfin, voilà, ils ont des capacités de déplacement et de recherche de peuplement à coloniser qui sont assez incroyables. Donc un scolyte va se déplacer, il va trouver un peuplement d'épicéas, et là il va commencer à émettre des phéromones pour attirer ses congénères. Du coup, il envoie dans l'air un message qui dit « Youpi les gars, par ici, il y a à manger, on y va, on mange, on se reproduit, on pond, et c'est parti ».
Une fois qu'il y a plein de scolites qui sont arrivés sur une forêt, ben en fait, il va y avoir un autre message de phéromone qui va dire stop les gars, ça suffit, on est assez nombreux, trouvez-vous un autre peuplement. Et en fait, tout le cycle de vie du scolite est basé sur l'émission de phéromones, donc de messages olfactifs, pour dire j'ai trouvé un peuplement, il est de bonne qualité, on est là pour se reproduire, attendez les gars, on est trop nombreux, allez ailleurs. Donc les scolites fonctionnent énormément sur la communication par les phéromones. Donc l'article nous dit que ces dernières années, les épidémies répétées de scolites ont fortement impacté les forêts, tant sur le plan économique qu'écologique. Pour anticiper ces épidémies à l'avenir, un monitoring efficace est nécessaire. La question se pose toutefois quant au choix des phéromones à utiliser pour le piégeage des insectes. Donc là, en quelques phrases, ça nous résume que les scolites en fait font de très gros dégâts sur les peuplements. En plus, les scolites, ce sont un peu des opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont venir attaquer des arbres qui sont déjà fragilisés, puisque c'est plus facile pour eux de pondre dans ces arbres-là, étant donné que les défenses naturelles de l'arbre sont déjà amoindries. Alors par quoi les défenses d'un arbre peuvent être amoindries? Principalement par le changement climatique, je vais vous dire. Parce que les gros épisodes de sécheresse vont avoir tendance à mobiliser les capacités de défense d'un arbre, et donc si là-dessus vous saupoudrez des scolites qui viennent coloniser ce peuplement, évidemment qu'ils vont avoir plus de facilité que d'arriver sur un peuplement sain qui a toutes ses défenses prêtes à être tournées vers les scolites. C'est de la vulgarisation très très vulgaire, mais c'est ça l'idée. Autre petit détail assez intriguant, c'est que en fait le rythme, le temps d'éclosion des larves, des œufs de scolite, est basé sur la température. Là, c'est un concept un peu particulier. C'est-à-dire que le scolite, l'œuf de scolite, il ne va pas éclore automatiquement au bout d'une certaine période. En fait, il va falloir qu'il accumule une quantité de chaleur. Alors, du coup, cette chaleur va dépendre de l'environnement. C'est-à-dire que si il lui faut par exemple l'équivalent de 600 degrés consécutifs, si on est en été et qu'il fait canicule et que tous les jours vous êtes à 40 degrés, peut-être que ça va prendre 2 semaines pour cumuler 40 degrés, plus 40 degrés, plus 40 degrés, plus 40 degrés, et arriver à un total de 600 degrés sur, par exemple, une semaine. Si on est au printemps, étant donné qu'il fait moins chaud dehors, qu'on peut dire tiens il fait 20 degrés par exemple de moyenne, au lieu d'avoir une semaine pour que les œufs se transforment en larves, il va falloir 2 semaines peut-être. Là je vous prends des chiffres très simples, je vous fais un exemple très simple, mais en gros il faut comprendre que quand un œuf de scolite est pondu, il faut qu'il accumule de la chaleur, et une fois qu'il a assez accumulé, paf, il se transforme en larve. Donc du coup, avec les derniers étés qu'on a eus qui étaient assez caniculaires, déjà, la chaleur, la canicule a tendance à fragiliser les arbres, mais en plus, si vous avez une population de scolites qui vient sur ce peuplement à ce moment-là, ils ont la facilité pour s'implémenter, et ensuite, leurs œufs vont éclore plus rapidement. Donc, la population va exploser, littéralement, elle va se développer à un rythme incroyable. De base, des scolites, en général, ils font 2 pontes par été. Mais il a été relevé lors des derniers étés caniculaires, 2018-2019 en particulier, il me semble, jusqu'à 4 ou 5 pontes, jusqu'à 4 ou 5 éclosions dans un même massif de scolites, étant donné la chaleur, donc l'accumulation de chaleur qui permet de faire éclore des œufs très rapidement. Et évidemment, ce sont des insectes. Donc quand ils pondent des œufs, ce n'est pas en petite quantité. Et donc chaque été caniculaire où on a un peuplement qui est infesté par des scolites, mais de plus en plus en péril en fait l'avenir de ces peuplements, non seulement au point de vue sanitaire parce que les arbres vont avoir tendance à mourir sur pied, mais également au point de vue de la qualité du bois, puisque ça peut dévaloriser certains bois, surtout si c'est pas pris à temps, et que suite à l'attaque des scolites et au dépérissement des arbres, ces arbres restent sur pied pendant plusieurs années. Là, on va avoir les caractéristiques techniques de l'arbre qui vont être attaquées. C'est-à-dire que même si vous exploitez un arbre sec qui est mort depuis plusieurs années par la combinaison du réchauffement climatique, des scolites et peut-être d'autres maladies, eh bien vous n'avez pas un bois qui est d'aussi grande qualité que si vous l'aviez coupé lorsqu'il était encore en bonne santé. Donc l'article nous dit que y a une question qui se pose quant au choix des phéromones pour
à utiliser pour le piégeage de ces insectes. Parce qu'en fait, une des pistes de lutte contre le scolite, c'est de mettre des pièges basés sur des phéromones qui vont attirer les scolites, un petit peu les mêmes phéromones qu'ils émettent au moment où ils ont trouvé un peuplement à coloniser pour appeler les autres. Sauf que là, cette phéromone les dirigera directement dans un piège d'où ils ne peuvent pas s'échapper. Donc une étude a été menée en ce sens en Slovénie en 2019, et l'équipe de chercheurs a testé dans différentes situations 5 leurres de phéromones de synthèse déjà commercialisées. Les collectes de données ont eu lieu entre fin mars et fin septembre, donc dans la période printemps-été, sur 50 pièges à scolites installés sur 2 sites, l'un affecté par les tempêtes et l'autre pas. Ces pièges ont été relevés toutes les 1 à 2 semaines pendant toute la période. Le but de cette étude était de tester la capacité des différentes phéromones à distinguer les sites perturbés des non perturbés, ainsi que de calculer leur rapport coût-efficacité. Les résultats montrent que les leurres IT Ecolure Extra, donc ça doit être une marque de leurre, Ipso8 et Ferroprax, j'adore l'inventivité des noms de produits pour lutter, enfin bon bref. Donc les résultats montrent que ces 3 marques de leurre sont les plus efficaces dans la capture de scolites avec peu de prises accessoires notamment. Alors les prises accessoires, moi je le comprends dans le sens les prises d'insectes qui ne sont pas visées par le piège, donc le fait d'attirer autre chose que des scolites dans ces pièges. Apparemment 6% des insectes relevés dans les pièges ne sont pas des scolites, ce qui est un très bon résultat d'une certaine manière, puisque c'est un piège qui a l'air d'être assez spécifique, en tout cas qui attire 94% de scolites par rapport à la totalité de ce qui a été attiré. Le coût des phéromones reste faible par rapport au coût... on est où là ? Excusez-moi, j'ai perdu un truc. Voilà. Le coût des phéromones reste faible par rapport au coût de la main-d'œuvre nécessaire à l'installation des pièges et à leur relevé. C'est incroyable, les phéromones coûtent moins cher que de payer à quelqu'un pour poser un piège. Sur base des données récoltées, les chercheurs ont été en mesure de créer un indice permettant d'évaluer le rapport coût-efficacité des 5 phéromones choisis. Cet indice montre que les phéromones ont des scores différents en ce qui concerne le nombre de captures de scolites, la sensibilité aux endroits perturbés et non perturbés, et le ratio de capture par rapport aux captures accessoires. Donc là, on est sur un article, une news qui est un petit peu technique. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça nous permet de parler des scolites de manière relativement simple, on va dire. Si un jour, quelqu'un passe sur ce stream, qu'il est propriétaire forestier, qu'il a un problème avec des scolites, voilà, une piste de recherche pour la mise en place de pièges et pour tester l'efficacité de ces pièges dans des peuplements. Est-ce qu'il existe, Kenny qui nous demande s'il existe des études sur les animaux qui mangent les scolites. De mémoire, oui, c'est ce qu'on appelle de la lutte biologique, c'est-à-dire l'utilisation de prédateurs naturels de l'espèce invasive. Donc dans notre cas, l'espèce invasive, c'est le scolite. Et ses principaux antagonistes, si je me souviens bien, ce sont également des insectes. Donc c'est des animaux, mais si tu pensais à des animaux de type écureuil, je ne sais pas moi, gibier, style cervidé ou sanglier, ou même des oiseaux, non, on est plutôt sur, enfin je suppose qu'il y a des oiseaux qui mangent des scolites, hein, mais on est plutôt sur un antagoniste, donc un prédateur du scolite, qui est également un insecte. Bah tiens, on peut aller essayer de chercher rapidement. Très bien, les ennemis naturels des scolites. Donc là, on va aller sur wsl.ch. Il me semble que c'est un site de forestier suisse, n'est-ce pas, qui liste donc les ennemis naturels du scolite. Et dans les forêts suisses, les scolites ont un grand nombre d'ennemis. Quelques exemples d'insectes prédateurs et parasites sont ici présentés. Donc il y a des coléoptères, oh là là, oui, il y a des coléoptères, 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 des ténébrions. Et là, ça me rappelle vaguement des cours en entomologie à la fac. Il y a des diptères, donc des mouches et des moustiques qui vont venir manger des scolites. Des hyménoptères qui vont sans doute venir pondre dans les œufs de scolites, me semble-t-il, si je me souviens bien. Des fourmis, d'accord.
des choses, des ptéromalidés, où je touche largement mes limites, et des punaises. Alors ensuite, là ça a l'air d'être impressionnant, cette liste d'insectes qui sont prédateurs naturels du scolite, mais là où il y a du détail, on va dire, c'est que il faut voir si c'est un prédateur exclusif ou pas. Est-ce que je peux mettre le lien de cette page sur le chat? Je crois. Voyons si ça marche. Plaf! Qu'est-ce qu'on fait des scolites piégés? Salut je ne t'ai pas vu arriver tout à l'heure. Bah bravo. Qu'est-ce qu'on fait des scolites piégés? Bah à mon avis, on les tue, mais je ne sais pas trop de quelle manière. En tout cas, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, en tout cas, d'utilisation à la capture de scolites en quantité. On les utilise pour la pêche, bah, disons, vu la taille des scolites, parce que là ça a l'air gros, enfin là c'est les prédateurs, hein, mais les scolites c'est des animaux qui font quelques millimètres à quelques... Enfin, ouais, il me semble que c'est quelques centimètres maximum, quoi. Donc tu peux essayer. Peut-être qu'on peut les broyer pour en faire de la farine pour les poissons, je n'en sais rien. Ça y est, les mots-clés sont lâchés. Et je disais, oui, ce qui est le plus... récupération de phéromones. La récupération de phéromones. Tu veux extraire les phéromones des scolites qui ont été capturés dans les pièges? Ah bah ça, je ne sais pas du tout si ça se fait, dis donc. En plus, c'est bien précisé que les phéromones qui sont utilisés pour les piéger sont de nature synthétique. Donc je ne pense pas qu'il y ait... Enfin bon, c'est un sujet à creuser pour lequel je ne suis pas assez préparé ce matin. Mais je garde ça dans un coin de ma tête. Apparemment, ça a l'air d'être intéressant et de vous intéresser de ce qui se passe sur les scolites. Alors un jour, on fera peut-être une émission spéciale scolites. Et j'essaye de placer depuis tout à l'heure que, bien qu'il y ait des listes d'ennemis naturels du scolite, des prédateurs, là où ça intéresse particulièrement les forestiers, ça serait d'utiliser en fait un prédateur qui est totalement... comment dire, qui ne mange que les scolites, voilà, qui est exclusif aux scolites, que ça soit pour les chasser ou que ça soit pour pondre les œufs, les pondre dans leurs œufs. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, tac, 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 où est-ce qu'on est? Voilà, dans les hyménoptères, il y a pas mal de petites guêpes comme ça, on va dire, on a un très long ovipositeur, comme on peut le voir sur cette image d'ailleurs. Voilà. Ovipositeur? Ouais, c'est mieux. Donc cette espèce de tige à l'arrière qui leur permet de pondre, alors ça peut être dans le sol, ça peut être dans d'autres organismes, et si je me souviens bien, bah, les prédateurs hyménoptères des scolites, eux, ce qu'ils aiment particulièrement, c'est venir parasiter les œufs de scolites, donc ils viennent pondre dans les galeries où la femelle scolite a déposé ses œufs avant que ceux-ci n'éclosent. Et donc en fait, ils pondent leurs œufs dans un œuf, et la larve d'hyménoptère, lorsqu'elle va éclore, va venir manger l'œuf de scolite. Et comme ça, on diminue les populations. Renarson qui me dit qu'il faudrait les donner à manger aux oiseaux qui les prédatent pas encore. Oui, pourquoi pas. Maintenant, je trouve que c'est très difficile de faire changer le régime alimentaire des oiseaux. C'est pas aussi simple que de mettre des panneaux publicitaires venez chez Max Scolite, mais on peut essayer. Bref, trêve de digression, trêve de digression, trêve de digression. Birdnet. Hop, ça s'en va. Donc voilà un petit article sur les scolites qui a permis d'aborder un petit peu le sujet et j'espère, de toute manière on y reviendra parce que c'est vraiment un sujet d'actualité chez les forestiers, en particulier chaque année où on a un été caniculaire qui est anticipé ou qui se produit. Article suivant, dites donc, un exosquelette pour les travaux sylvicoles. Donc, la photo est très parlante. Un exosquelette, c'est un squelette qui va venir aider en fait à porter du poids. Donc là, apparemment, c'est un exosquelette qui s'attache à la taille, qui a des bras en avant. C'est dommage, ils auraient dû prendre la photo du type tourné vers nous. Là, on voit pas très bien ce que ça porte, mais je suppose que ça supporte la débroussailleuse. Ouais, Renarson, exactement. Exo égale extérieur, donc exosquelette, squelette extérieur. Bon.
Et donc l'article nous dit que les activités de bûcheronnage et autres travaux manuels en forêt sont physiquement éprouvants pour les professionnels du métier. Ça, je pense que la moindre personne qui allait un jour prendre ne serait-ce qu'un sécateur pour tailler un arbre a compris que s'occuper de la nature, c'est physiquement éprouvant. Il en résulte que de nombreux travailleurs souffrent de troubles musculo-squelettiques, et que l'attractivité de ces métiers est faible. C'est pourquoi le projet Extrafort a développé un exosquelette pour le travail en forêt, dont la version commerciale sera prochainement disponible. Cet exosquelette a été développé en 3 grandes étapes. La première était une phase d'étude sur des différentes postures de travail des ouvriers forestiers sur le terrain. Les premiers prototypes ont alors pu être conçus dans un deuxième temps. D'accord, au premier temps, on étudie les postures de travail. Deuxième temps, on conçoit le prototype. Et troisième étape, on teste les modèles sur le terrain avec des professionnels. Et cette étape de test a permis de valider le procédé, de finaliser totalement l'exosquelette, d'envisager sa mise sur le marché. Au fil du développement, il est apparu que l'exosquelette, prenait tout son sens pour l'utilisation de la débroussailleuse et du croissant mécanique. Donc ça, c'est 2 outils qui permettent de venir entretenir les jeunes peuplements, on va dire. Donc à partir du moment où vous avez une plantation ou des semis, vous allez avoir des petits arbres en fait qui vont se développer lentement. Et à côté, on a généralement une végétation qui est plus rapide. Donc on va prendre par exemple la ronce, le genêt, la calune. Donc toute cette végétation peut parfois venir entraver le bon développement de la croissance des plants ou des semis. Donc c'est important au début de la vie d'un peuplement, dans sa jeunesse, de venir entretenir, donc de rabattre de la végétation, de dégager les têtes des plants ou des semis pour être sûr qu'ils ne se fassent pas étouffer par la végétation environnante. Et donc du coup les ouvriers sylvicoles passent beaucoup de temps dans leur vie avec des outils pour dégager la végétation, et en particulier la débroussailleuse qui permet de gagner énormément de temps. Donc les professionnels estiment que l'exosquelette demande une période d'adaptation de plusieurs semaines, mais permet de diminuer les maux de dos et les douleurs musculaires. Donc ça, c'est un article qu'on a eu dans mecaforest.com, le magazine. Ah, c'est juste le lien, et voilà. Et je ne suis pas abonné à ce magazine, donc je ne l'ai pas sous la main pour aller chercher un petit peu plus loin dans l'article. Surtout qu'il n'y a pas de lien sur des vidéos ou des choses comme ça, quoi. On peut essayer de chercher rapidement, tiens. Tac, tac. Ah, démonstration d'un exosquelette. Ouais, bon. Ok. J'aime beaucoup la vidéo suivante qui s'appelle vidéo 66, comment détruire un roncier. Parce que, en 10 minutes chrono en plus. Bon, on va pas aller regarder ça quand même. Bon, la vidéo est pas très parlante. On voit qu'il manipule bien la débroussailleuse. Je vois pas exactement comment le bras s'adapte exactement. Ça a l'air de gêner la vue. C'est possible. Quoique, il a l'air d'avoir le regard qui passe bien au-dessus. Hein. Où est-ce qu'on est ? À tester, à voir. Moi j'aimerais bien trouver une vidéo explication de comment ça fonctionne. Tiens. Qu'est-ce que ça fait ça ? Bonjour. Bonjour Pierre Davzac. Nous sommes exosquelettes 5 saules taillés en Ah voilà. sur un des chantiers pilotes par exemple de taille et pour la partie supérieure du corps. Sur un des chantiers pilotes par exemple de taille de saule, sans exosquelette, un saule taillé en 1h30, avec exosquelette 5 saules taillés en 3 heures. Donc on a un gain de 2,5. C'est à prendre en compte dans les devis, dans l'exercice, dans le chiffrage des chantiers pour les paysagistes. C'est un gain donc voilà, qui se mesure, enfin qui permet de financer aussi l'exosquelette. Et par ailleurs, et c'est là où je voulais en venir, la réduction de la fatigue, la réduction de la pénibilité, la réduction des sollicitations musculo-squelettiques sur le corps des opérateurs,
c'est vraiment ce sur quoi on souhaite sensibiliser les paysagistes. Le corps finalement a voilà, une réserve, disons, de bonne santé, qui est un capital santé qui est extrêmement limité. C'est vraiment très ténu et ça s'abîme très très vite. Et il s'agit d'en prendre soin le plus possible. Donc un exosquelette est une manière de prévenir les troubles musculo-squelettiques et voilà, de préserver ce capital santé. Très bien, bah, merci beaucoup, je ne sais plus comment il s'appelait. Pierre Davezac, fondateur et dirigeant d'Exos, exosquelette je suppose. Trêve de publicité gratuite. Quelle heure est-il? Ah! Alors un succès pour la vente de grumes de forêt Neuchâtel en Suisse. Tout à fait, tout à fait. On peut finir tranquillement sur ce dernier petit, article, n'est-ce pas? Un succès pour les ventes de grumes. Donc, ça c'est un type de vente, on va dire, en forêt. Quand vous exploitez du bois, vous avez différents types de ventes qui peuvent exister. Soit vous faites exploiter votre peuplement et vous sortez des produits déjà calibrés, on va dire. Et pour faire simple, soit vous vendez votre peuplement sur pied et les gens se débrouillent pour l'exploiter et pour l'évaluer. Évidemment, c'est sur ce genre de vente de bois sur pied que tout l'art du forestier est mis en pratique pour évaluer la qualité des bois et pour se projeter dans la valorisation que l'acheteur pourra faire de ces bois. L'avantage de la vente sur pied, évidemment, et de la vente en grume, c'est que n'y a rien qui est prédéterminé, donc n'importe quel acheteur peut décider de faire des produits qui ne seraient pas venus en tête, on va dire, à un autre acheteur. Donc la vente sur parc agrumes, le parc agrumes c'est là où on va stocker les arbres abattus bien sûr, de l'association de propriétaires privés suisses Forêt Neuchâtel en décembre dernier a été fructueuse et rappelle à nouveau que le bois de haute qualité, les essences précieuses, ou les plus communes d'ailleurs, peuvent se valoriser à leur juste valeur. Ce sont des années d'efforts de la part des forestiers qui ont mené ces arbres vers des produits de luxe pour lesquels une nouvelle vie est sur le point de commencer. Ah, j'entends des voitures. Tout essence confondu, l'augmentation moyenne des prix de vente se situe autour de 26%. Elle monte jusqu'à 30% en prenant les chênes uniquement. Le grand gagnant de cette adjudication est un chêne d'exception, originaire des forêts du Galm, qui s'est vendu pour environ 1900 € par mètre cube. Les grumes les moins bien cotées sont tout de même parties à des très bons prix, en frôlant les 300 € par mètre cube. Les essences résineuses et les autres feuillus précieux n'étaient pas aux abonnés absents et ont tous obtenu des prix honorables. Évidemment fort variables d'une essence à l'autre. Une des belles prises de cette vente est l'adjudication d'une grume de lierre pour l'excellent prix de 630 € par mètre cube. En résumé, une vente d'exception qui récompense justement les forestiers de la région et ses alentours pour leur travail au fil des années. Une grume de lierre ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, du coup, c'est pas de la vente sur pied, apparemment, c'est de la vente de bois abattu. Donc, en effet, par rapport à ce que je disais au début, il y a la vente sur pied, il y a la vente où on a déjà tout coupé, et il y a la vente où on a abattu les grumes, on les a stockées sur un parc à grumes pour que les acheteurs puissent venir les voir et les évaluer en termes de qualité et de prix. Du coup, avant de partir sur le truc qui me fait un peu tiquer, les grumes les moins bien comptées sont tout de même parties à des très bons prix en frôlant les 300 € par mètre cube. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du chêne de bonne qualité, il y a encore quelques mois, il était autour de 200-250 € par mètre cube. Il y a actuellement énormément d'inflation, on va dire, entre guillemets, sur les prix du bois français, en particulier le chêne. Et l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt à cause de qui, mais c'est vrai que le marché chinois a tendance à augmenter les prix d'achat des grumes de chêne, et d'ailleurs de quasiment toutes les essences, afin d'être sûr de pouvoir s'approvisionner. Et c'est pour ça qu'on voit depuis quelques mois une augmentation régulière des prix du chêne. Là, l'article nous dit que cette augmentation sur cette vente-là était autour de 26%. Et parfois jusqu'à 30%. C'est-à-dire que les bois se sont vendus jusqu'à un tiers du prix supplémentaire. Qui me dit, on fait quoi des pieds? Ils se décomposent dans le sol. Des pieds, tu veux dire des souches?
J'attends ta réponse. Avant de continuer. Alors en tout cas, si tu parles des souches, oui, bah, généralement on les laisse dans le sol. Ça dépend ensuite de ce qui a été prévu. Alors ça dépend de pas mal de choses. Ça c'est la fameuse réponse des forestiers, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Si ces arbres, si ces grumes proviennent d'une éclaircie, c'est-à-dire d'une coupe dans le peuplement, mais qui va laisser une grande partie du peuplement sur pied. Imaginons un peuplement où on a, allez on va prendre des chiffres ronds, 1000 tiges, donc 1000 arbres par hectare, on fait une éclaircie, on en prélève peut-être 15%, donc ça va nous faire 150 arbres sur 1000 qui vont être abattus et stockés sur le parc agrumes. Pourquoi je disais ça? Oui, donc si ça provient d'une éclaircie, les souches restent en place. Il n'y a pas de raison de dessoucher, il n'y a pas de raison d'en faire quelque chose en particulier, surtout que le dessouchage en forêt, ça perturbe énormément le sol. Donc, à ce stade du peuplement, où il reste encore 850 tiges par hectare, il n'y a aucun intérêt à bouger les souches du sol. Par contre, si c'est une coupe de régénération, c'est-à-dire qu'on arrive en fin de vie du peuplement, il va rester, on va dire peut-être, allez, des chiffres ronds, c'est plus facile pour les calculs, 100 tiges par hectare sur votre peuplement. Étant donné qu'elles ont un fort diamètre, 100 tiges par hectare, c'est une très belle forêt. On est en coupe donc de régénération, donc on va prélever tous les arbres qu'il y a sur la parcelle, et là du coup bah, les souches dans le peuplement, en fonction de la méthode de régénération qui a été choisie, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire une régénération naturelle, c'est-à-dire qu'on laisse les graines tomber au sol, les semis pousser, et bah, on travaille à partir de ces nouveaux arbres. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas trop d'intérêt non plus à venir dessoucher. Là où on va plutôt pratiquer ce dessouchage, c'est quand on veut replanter derrière une forêt qu'on vient de récolter. Évidemment, si on a des arbres de fort diamètre, ça laisse des souches de très fort diamètre au sol. Et donc, quand on a choisi la méthode par plantation, parfois il se peut que les souches gênent pour l'installation des nouveaux plants. D'ailleurs, dans le traitement, ce qu'on appelle la futée régulière, avec une rotation courte, c'est-à-dire qu'on va venir prélever la totalité du peuplement tous les 30, 40, 50 ans, c'est généralement ce qui se passe. Et c'est généralement comme ça qu'on arrive sur le sujet de la coupe rase, qui choque dans nos paysages parce qu'on prélève la totalité du peuplement, qu'on dessouche, qu'on vient travailler le sol, retourner le sol, et qu'on repart sur une plantation dite propre, c'est-à-dire un sol vraiment remis à zéro, plus de végétation, et donc on met nos plants, on n'a pas de souci pour les planter, et on n'a pas trop de compétition au début de la vie du peuplement. Renarsan qui nous dit qu'il y a d'autres traitements que le dessouchage. Oui. Alors là, le seul qui me vient en tête, ça va être d'injecter des produits pour que ça se décompose plus vite, mais je veux bien savoir à quoi tu parles. Ah oui, évidemment, l'arasage, le broyage, bien sûr. Donc Renarsan, il nous parle de l'arasage, donc c'est simplement laisser les souches en place, mais les couper assez bas pour qu'en fait ça ne gêne pas à la circulation des engins forestiers ou aux travaux sylvicoles qu'on va faire dans la parcelle par la suite. Et ensuite, il y a le broyage, donc le broyage des souches, je connais pas assez bien, mais il me semblait que pour le broyage, ils arrachaient aussi la souche avant de la passer dans un broyeur avec des dents énormes. Et qui nous demande si les scolites aiment les souches. Alors, sans doute, les souches qui restent vivantes, parce que oui, il faut bien se dire que quand on coupe un arbre, même s'il ne reste que la souche, très souvent il reste connecté par les racines à ses voisins, et donc la souche continue de vivre d'une certaine manière. Ça se voit d'ailleurs parfois sur des souches qui ont commencé à cicatriser à partir du bord. Même s'il n'y a plus de tronc, il n'y a plus de branches, on sent bien que l'être vivant, qui est réduit à une souche, continue de vivre. Alors, Renarsan qui nous précise que ça peut être un broyage des souches de surface. Merci pour l'info, moi j'ai jamais vu faire ça, mais écoute, on en reparle. Du coup j'en étais où? Je ne sais plus du tout, je me suis perdu. Est-ce que quelqu'un a suivi le fil pour me rappeler où est-ce que j'en étais?
Magnifique. Oui, je pense que j'en étais à dire que le marché du bois, depuis quelques années, voit les prix du bois s'envoler. Ouais, je parlais du marché chinois parce que les Chinois sont très décriés parce qu'ils arrivent, enfin en tout cas ils engagent pas mal d'acheteurs sur le territoire français, européen et voire mondial, dans tous les pays qui produisent du bois en fait. Ils engagent des acheteurs, donc des intermédiaires, à qui ils donnent des consignes d'acheter quasiment à n'importe quel prix, en tout cas à des prix qui sont bien supérieurs à ce qui se pratique sur les marchés locaux. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant des billes de chêne qui partent à 300 euros par mètre cube. Alors on ne parle pas de ceux qui sont partis à 1900 euros par mètre cube, parce que là on est sans doute sur des grumes de bois de très grande qualité, mais de se dire que celles qui sont les moins bien cotées arrivent à un prix de 300 euros par mètre cube, on est bien au-delà des standards de ce qui se pratiquait encore l'année dernière. Là où il y a une phrase qui me paraît un peu bizarre, c'est « Une des belles surprises de cette vente est l'adjudication d'une grume de lierre ». Grume de lierre ? Renarsan, toi qui es à fond, est-ce que tu es au courant qu'on vend des grumes de lierre? Oui, c'est très très beau, évidemment. Oui, c'est bizarre, me dit Renarsan. Bah ouais. Alors, est-ce que c'est une erreur dans le texte? Est-ce que c'est quelque chose que je ne connais pas? C'est peut-être du vocable suisse pour parler d'une autre essence. Grume de lierre en Suisse. Bon, il faut que j'aille en Suisse pour tirer cette histoire au clair. Procercus. Oula! Calmez-vous. Eh bien, je ne sais pas. Qui nous dit qu'il entend parler de pénurie de papier et de carton. Est-ce que j'ai des informations à ce sujet? Alors, ouais, c'est pas un sujet que je maîtrise énormément. J'ai entendu des choses de gauche et de droite. Et en gros, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, par quel bout commencer? De manière très très simpliste, on va dire que depuis quelques années, le prix du bois augmente. Voilà, acheter du bois coûte de plus en plus cher, même quand il s'agit de bois destiné à faire de la trituration, donc en fait la première transformation qui va ensuite mener à la création de papier et de carton, entre autres. Donc déjà, on est sur un marché où les cours du bois augmentent. On est sur un marché qui a été fortement perturbé par le Covid, en termes d'exploitation et d'industrie, hein. Les restrictions, le fait de faire du télétravail pour faire du papier, je ne sais pas si ça a très bien marché, et voilà, tout simplement la période Covid qui a perturbé absolument toutes les tranches de l'industrie. Et en plus est venu là-dessus le fait l'augmentation de la consommation du commerce électronique qui nécessite beaucoup de papier et de carton, bizarrement. Donc déjà, on a, on va dire, un marché qui n'est pas au plus beau. On a une ressource qui a été un peu perturbée en termes d'approvisionnement. On a en plus une demande de papier et de carton qui a fortement augmenté. Et on a des industries qui ont tendance à fermer leurs portes, en tout cas en France en particulier. Et c'est là que ma mémoire va me faire défaut. Il y a une grande papeterie, fermeture, papeterie. J'arrive à écrire. Comment elle s'appelait cette usine? Renarsan, il va pouvoir m'aider, il a tout en tête. Tac, tac, tac. C'était où? C'était sur la côte méditerranée, il me semble. Ah, Renarsan. Oh là là, désolé, il a pas le nom. Sud-ouest? Sud-est? C'était où? C'était où? Désolé, peu de capacité à me rappeler ce matin. Tac, tac, tac. Eh bien, je ne retrouve plus, donc on va pas rester bloqué 1000 ans là-dessus. Mais en gros, si on peut résumer, c'est ce que j'ai dit, hein, un marché
dont les prix augmentent, une demande qui augmente, une filière qui a été perturbée par le Covid et par d'autres critères économiques, et une demande en augmentation. Voilà. Je me répète, hein, je sais bien. Quel est l'impact en gestion des forêts? Ah, très très vague, vaste question. Évidemment, quand il y a un risque de pénurie de matières premières, ou en tout cas de fabrication, ou que la filière bois, en tout cas la filière papetière, est face à, on va dire, une pression particulière sur les produits qu'elle produit, justement, les produits qu'elle produit, euh, il n'est pas censé y avoir d'impact sur la gestion des forêts, étant donné que la gestion des forêts dépend normalement de documents de gestion, de documents de planification qui sont établis sur 5, 10, 15 ans, voire 30 ans. Il n'y a pas de raison que ça vienne impacter directement la gestion des forêts. Par contre, ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir sur le terrain, c'est que évidemment, quand il y a des papeteries ou des fournisseurs de papeterie à qui on demande de fournir plus, bah, ces gens-là, je dis ça comme si c'était méchant, mais pas du tout. Évidemment, les intermédiaires qui vont venir, donc les acheteurs qui vont venir démarcher des propriétaires privés, puisqu'il faut savoir qu'en France, on a quand même une très grande majorité de propriétaires privés. Bah, évidemment, les acheteurs qui sont encouragés à fournir plus vont avoir tendance à démarcher un petit peu plus les propriétaires forestiers et à essayer de négocier l'avancement de certaines coupes, étant donné que les coupes forestières peuvent être avancées ou retardées de 4 à 5 ans, si je me souviens bien. Quand il manque de ressources et quand on a une filière qui est en tension, évidemment que les acheteurs vont un petit peu pousser les propriétaires à fournir un petit peu plus, peut-être à prélever un petit peu plus, parce que finalement la gestion forestière, le document de gestion permet de planifier, mais laisse aussi une certaine liberté quant à la date exacte ou quant au volume exact prélevé. Donc tout ça, ça peut être un petit peu comment dire, modifié. Mais si ta question était en mode oulala, les papeteries n'ont plus de papier, du coup ils vont couper toutes les forêts, normalement on a des principes de gestion forestière qui protègent de ce genre d'emballement industriel, on va dire. Je sais pas si j'ai réussi à bien répondre à ta question. Ah, les oiseaux sont calmés, maintenant on entend plus la route tout au fond, tout au fond. Ben, on est dans la nature. Il est 9h04. Moi, je vous propose de revenir rapidement. Rapidement sur quoi? Bah, rapidement sur la vue. Où est-ce qu'on est? Ça y est, je suis reperdu. Ah. Hop là. Pas du tout ça. PTZ. Oui. Eh ben, celle-là. Voilà, on revient un peu sur la vue du soleil. On va faire quelques petits réglages. Tac. Qu'est-ce que ça fait si on fait ça? Oula, peut-être pas. Peut-être pas du tout d'ailleurs. Non. Ah, évidemment, en contre-jour, tout le reste est sombre. Oui. Ah, la lumière. Voilà, donc l'effet Starburst dont parlait Julien, je peux le contrôler avec ce bouton. Incroyable! Allez, on se met pleine luminosité pour être... Non, un petit peu moins, un petit peu moins. Pour être à moitié ébloui, tiens. Ok, merci, parfait. Ben, tant mieux. Allez, on va mettre une petite musique à tourner en boucle derrière celle que j'avais mise la première fois lundi. Petite musique que j'aime beaucoup de la part d'un artiste qui s'appelle Francis Ferrier et pour lequel je vous mettrai des liens bientôt sur la chaîne pour que vous alliez écouter d'autres choses de sa création. Tac, 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 la lida 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 lida. Allez, à tout à l'heure. Je remets un petit chrono. On fait une pause de 10 minutes et on va passer à la suite. Ah, on voit plus rien. Qu'est-ce que je fais?
Allez, à tout à l'heure.